La vérité a un pouvoir, c'est pour cela qu'elle est souvent cachée. Inconnu. C'était un matin d'hiver. Le ciel était gris, lourd de nuages menaçant une pluie qui semblait vouloir s'inviter à l'enterrement. L'air froid pénétrait la peau, mais ce n'était rien comparé à la douleur que je ressentais dans mon cœur. Mon mari, celui que j'avais aimé pendant 20 ans, était mort. Il n'y avait pas eu de maladie, juste un accident tragique. Tout était allé si vite. Mais ce jour-là, un détail inattendu allait bouleverser ma vie à jamais. L'enterrement s'était déroulé dans la plus grande simplicité. La famille proche, quelques amis. Mais alors que je me tenais là, près du cercueil, un événement étrange s'est produit. Un homme s'est approché de moi. Il semblait tout aussi perturbé par la situation que moi, mais ce qui m'a frappé, c'est son regard. Un regard qui m'était familier, mais que je n'avais jamais vu dans ces circonstances. Je l'ai observé un instant, mais avant que je ne puisse lui adresser la parole, il a murmuré doucement, « Je suis désolé pour votre perte, mais je crois que nous avons besoin de parler. » Un malaise m'a envahi. Qui était cet homme? Pourquoi me parlait-il comme s'il me connaissait bien? Mon esprit tourbillonnait, mais je n'avais pas le temps de réfléchir. Il m'a dit qu'il voulait me montrer quelque chose, et il m'a tendu un petit dossier enveloppé. Sans comprendre pourquoi, j'ai pris le document, et en le dépliant, j'ai découvert une photo. Une photo de mon mari, mais avec une autre femme et des enfants que je n'avais jamais vus de ma vie. Je suis restée figée, le souffle coupé. Ce n'était pas possible. Mon mari, celui que j'avais épousé, celui qui m'avait toujours promis qu'il n'y avait personne d'autre, avait une autre famille. Ils semblaient heureux ensemble, avec des enfants qui lui ressemblaient. Mon monde s'est effondré sous mes pieds. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Ce n'était pas la première fois que je remettais en question mon mariage. Mais cette révélation, si brutale et inattendue, m'a laissé sans voix. Je me sentais trahi, humilié, perdu. Cette photo remettait tout en question. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment n'avais-je rien vu venir? La vérité ne meurt jamais, elle est simplement cachée en attendant d'être révélée. Inconnu. Je n'ai pas pu me retenir. L'homme, qui se tenait là devant moi, m'a regardé, une expression pleine de compassion dans ses yeux. Je comprends que cela soit un choc, m'a-t-il dit doucement. Mais vous devez savoir la vérité. Il y a plus que ce que vous croyez. J'ai baissé les yeux sur la photo et les documents dans mes mains. La douleur me faisait presque m'étrangler, mais je devais savoir. Pourquoi m'avait-il donné tout cela maintenant, alors que mon mari était déjà parti? Et qui était-il pour me dire tout ça? Je suis l'avocat de l'autre famille, a-t-il enfin révélé. Ils sont venus ici aujourd'hui aussi. Vous devriez les rencontrer. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. L'autre famille. Cette phrase résonnait dans ma tête. Mon mari avait une autre famille et personne, absolument personne, ne m'en avait parlé. Pendant des années, j'avais cru que nous vivions dans une maison pleine d'amour et de transparence. Et maintenant, je découvrais qu'il me cachait un secret aussi profond que cela. Vous devriez aller voir le notaire, a ajouté l'avocat. Il a laissé un testament. C'est important que vous en preniez connaissance. D'un geste mécanique, je lui ai donné la photo et les papiers qu'il m'avait tendus, avant de quitter le cimetière, mon esprit en pleine ébullition. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire, mais une seule pensée dominait mon esprit. Pourquoi? Pourquoi m'avait-il caché cela? Pourquoi n'avais-je rien vu venir? Je suis arrivée au bureau du notaire quelques heures plus tard, encore sous le choc. Là, une atmosphère de mystère régnait. Le notaire, un homme âgé, m'a accueilli froidement mais avec professionnalisme. Il m'a conduit dans un petit bureau, où l'attendait un paquet de documents. Parmi eux, un testament de mon mari, écrit quelques mois avant son décès. Lorsque j'ai ouvert le testament, un autre choc m'a traversé. Non seulement il avait laissé une part considérable de ses biens à cette autre famille, mais il m'avait également laissé dans l'ignorance totale de leur existence pendant tout ce temps. Il avait même spécifié dans son testament que cette femme et ses enfants recevraient une part de l'héritage, bien plus importante que la mienne. J'ai eu du mal à respirer. Comment cela était-il possible? Comment pouvais-je découvrir que l'homme avec qui j'avais partagé ma vie, mes rêves, mes espoirs,
m'avait menti de cette manière? C'était comme une trahison d'une ampleur inimaginable. Le notaire m'a observé en silence, attendant une réaction, mais je ne pouvais rien dire. Les mots me manquaient. J'avais besoin de comprendre, de savoir pourquoi, et surtout, comment j'allais réagir à tout cela. Je pouvais déjà sentir la colère bouillir en moi, mais il y avait aussi une part de moi qui savait que cette situation n'était pas juste un affront. C'était une révélation de quelque chose de plus grand. Une chance de reprendre ma vie en main. Il vous a laissé tout de même une part importante, a précisé le notaire, brisant enfin le silence. Mais il n'a pas mentionné de façon explicite les raisons pour lesquelles il a agi ainsi. Il semble que cette famille ait été une part secrète de sa vie. Je suis restée là, pétrifiée par ce qu'il venait de dire. Le choc m'avait paralysée, mais à l'intérieur de moi, une flamme s'était allumée. Je n'étais plus une victime, et je n'allais pas me laisser écraser par cette trahison. C'était à moi de décider de ce que j'allais faire de cette nouvelle réalité. Le plus grand pouvoir réside dans la capacité de choisir sa propre réaction face à l'adversité. Inconnu. Après cette révélation dévastatrice, je me suis retrouvée seule, dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Une part de moi voulait crier, expulser toute la douleur que j'avais accumulée au fil des années, me venger de cette trahison. Mais une autre part de moi, plus calme et plus réfléchie, savait que cela ne m'apporterait ni paix ni réconfort. Je n'étais pas là pour me laisser engloutir par la colère. Au contraire, j'avais l'intention de prendre le contrôle de cette situation, de réécrire ma propre histoire. Les jours suivant la découverte de la photo et du testament ont été marqués par un tourbillon de réflexion et de décision. Je savais qu'il était temps d'affronter la réalité, mais cette réalité n'était pas celle d'une victime. Non, je voulais être la personne qui choisirait sa propre voie, qui transformerait cette épreuve en une occasion de renaître. C'est ainsi que j'ai pris contact avec l'avocat de la famille de mon mari. Je devais comprendre pourquoi il m'avait caché toute cette partie de sa vie. Pourquoi? Pourquoi m'avait-il fait ça, moi, sa compagne de vie, celle qui croyait tout savoir, tout comprendre? Ce n'était plus simplement une question de savoir, mais de choisir comment gérer ce secret. Je me suis rendue au rendez-vous avec l'avocat, un homme âgé, sérieux, qui m'a accueilli sans jugement, mais avec une certaine empathie. Il est important que vous sachiez tout, m'a-t-il dit en posant un dossier sur la table. Votre mari a pris des décisions qui affectent tout le monde. Et vous avez droit de savoir ce qui a été décidé. Au moment où j'ai ouvert le dossier, je savais que ce que je découvrirais ne changerait pas le passé, mais pourrait bien modifier ma vision de l'avenir. Le testament de mon mari était clair, il avait pris soin de sa famille secrète, en leur laissant une part considérable de ses biens, bien plus que ce qu'il m'avait laissé. Mais il avait aussi veillé à me protéger d'une manière indirecte, en m'offrant une certaine sécurité financière. Tout cela m'a glacée, mais en même temps, j'ai senti une étrange liberté. La vérité était maintenant là, devant moi. Et maintenant, je devais choisir comment y réagir. Je n'étais pas prête à me laisser détruire par cela. J'étais prête à avancer. Une nouvelle étape commençait pour moi. Il ne s'agit pas de ce qui vous arrive, mais de la manière dont vous réagissez. Inconnu. Je n'avais pas pleuré. Je n'avais même pas crié. Mon monde venait de s'effondrer, mais je n'étais pas cette femme fragile, accablée par la douleur. Non, je n'étais plus celle qui se laissait définir par ce que les autres avaient fait de moi. J'étais celle qui allait décider de son propre destin, en dépit de ce que j'avais découvert. Les jours qui ont suivi ont été remplis de réflexions profondes. Que faire maintenant? Devais-je affronter cette famille secrète, leur demander des réponses, ou devais-je simplement ignorer leur existence et continuer ma vie, loin de ce passé qui m'avait été imposé? J'étais tentée de tout oublier, de me concentrer uniquement sur moi-même et sur ma reconstruction. Mais au fond, je savais que cette situation ne pouvait pas être laissée sans réponse. Un matin, je suis allée rendre visite à l'avocat qui m'avait remis le testament. J'avais pris ma décision, je devais savoir tout ce qui concernait cette autre famille. Pas pour eux, mais pour moi. Je voulais comprendre ce qui avait poussé mon mari à me cacher cette vérité pendant tant d'années. Je dois tout savoir, ai-je dit fermement à l'avocat lorsque je suis arrivée. Je veux savoir pourquoi il a pris ces décisions. Et je veux savoir ce qu'il a laissé derrière lui. L'avocat m'a expliqué que,
selon les termes du testament, mon mari avait légalisé sa relation avec cette autre femme, une femme qu'il avait rencontrée alors que nous étions mariés. Ils avaient eu des enfants ensemble, mais ce n'était pas tout. Il avait également organisé des paiements mensuels, des fonds pour leur éducation, et même une maison dans une autre ville, à l'abri des regards. Tout cela était parfaitement planifié. Je me suis sentie envahie par une série de sentiments contradictoires. La colère était présente, mais aussi une certaine forme de clarté. Il m'avait trahi, oui, mais c'était lui qui avait choisi de vivre dans le mensonge, pas moi. Je n'étais plus la victime de ses choix, et ce fardeau ne m'incombait plus. Je lui ai répondu d'une voix calme, presque distante, « Ce que vous me dites ne me fait pas peur. Je ne vais pas laisser cela détruire ma vie. J'ai ma propre vie à vivre, et ce passé ne me définit pas. » L'avocat a acquiescé silencieusement. Je savais qu'il comprenait. Et moi, plus que tout, je comprenais que cette révélation n'était pas une fin, mais le début de ma libération. La fin d'un chapitre n'est jamais la fin de l'histoire. Inconnu. Les jours qui ont suivi notre rencontre ont été étrangement calmes. La vérité était maintenant hors de moi, en plein jour, à la lumière de l'authenticité. Je n'avais plus de secret à porter. Ce n'était plus la douleur qui m'habitait, mais un sentiment de libération. Le passé était désormais derrière moi, et je savais que je pouvais avancer. Je n'avais pas encore décidé de ce que j'allais faire avec l'héritage que mon mari m'avait laissé. Certes, il m'avait légué une somme considérable, mais je n'avais pas besoin de son argent. Ce n'était pas cela qui allait me définir. Le vrai héritage que je voulais, c'était celui de ma reconstruction personnelle. J'avais pris ma vie en main, sans dépendre de quiconque. Plus rien ne pouvait me faire retourner en arrière. C'est avec cette nouvelle perspective que j'ai pris la décision de vendre la maison où nous avions vécu. Cette maison, autrefois symbole de ma vie de famille, était désormais un fardeau. Ce n'était plus qu'un lieu qui m'étouffait, un rappel constant des mensonges et des trahisons. J'ai pris un agent immobilier, et la vente a été rapide. L'argent n'était pas important. Ce qui comptait, c'était le symbole, je n'étais plus attachée à cette époque, à ce passé. Un soir, je suis allée dîner seule dans un restaurant du quartier. Ce n'était pas grand-chose, juste un petit repas, mais c'était important pour moi. C'était la première fois que je m'offrais un moment pour moi-même, sans culpabilité, sans la présence de quiconque. Et pendant que je dégustais mon repas, j'ai souri intérieurement. Ce n'était pas la première fois que je mangeais seule, mais cette fois, c'était différent. J'étais libérée. Au fond de moi, j'avais conscience que ce processus de guérison prendrait du temps. Mais je savais aussi que j'étais prête. Je savais que je n'avais pas besoin d'un homme, ni d'une famille, pour être heureuse. J'avais découvert que ma véritable force résidait dans ma capacité à vivre pour moi-même, sans chercher à satisfaire les attentes des autres. Je n'étais plus la femme qui attendait des excuses. Je n'attendais plus rien. Je vivais pour moi, et c'était tout ce qui comptait. Ce n'est pas la douleur qui nous détruit, mais la manière dont nous choisissons de la vivre. Inconnu. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par un profond changement en moi. Je me levais chaque matin avec un sentiment de sérénité, comme si quelque chose de plus grand m'avait réorienté vers une nouvelle direction. Cette paix intérieure que je ressentais, je l'avais cultivée patiemment, à travers des moments de solitude et de réflexion. Le passé avait été lourd, mais il ne me pesait plus. Il n'y avait plus de place pour les regrets, pour les « et si ». J'avais fait le choix d'aller de l'avant, et chaque jour me rapprochait un peu plus de cette nouvelle vie. Le changement ne se limitait pas à ma façon de penser. C'était aussi dans mes actions. J'avais trouvé un nouveau rythme, une nouvelle passion pour les petites choses de la vie. J'ai redécouvert l'art de prendre soin de moi, de profiter de chaque instant sans me soucier des attentes des autres. J'ai commencé à voyager seule, à rencontrer de nouvelles personnes et à explorer des passions que j'avais mises de côté pendant trop d'années. Un soir, je suis allée à un concert en plein air. La musique m'a envahie, chaque note résonnant dans mon cœur, comme une libération. Je n'étais plus cette femme brisée. J'étais celle qui retrouvait son propre rythme. À un moment donné, alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, j'ai réalisé que je n'avais jamais été aussi en paix. J'étais seule, mais je ne me sentais jamais aussi complète.
C'est à ce moment précis que j'ai compris que la vie, malgré sa brutalité, nous offre toujours une chance de renaître. Mon mari avait laissé un vide dans ma vie, mais je l'avais comblé de mon propre pouvoir. La trahison, aussi douloureuse fût-elle, n'avait fait que renforcer ma résilience. Et maintenant, j'étais prête à embrasser l'avenir sans réserve. Le lendemain, j'ai reçu une lettre. C'était de la part d'un autre membre de la famille de mon mari, un cousin éloigné. Il me proposait de me rencontrer pour discuter des affaires en suspens liées à l'héritage. Mais cette fois, je n'étais pas une victime attendant des réponses. J'étais une femme indépendante, forte de ses choix. Je savais que cette rencontre n'était qu'un formalisme, une occasion de clore définitivement ce chapitre. Je n'avais plus besoin de l'approbation de qui que ce soit. Ma vie m'appartenait désormais. Et cela, personne ne pourrait jamais me l'enlever. Parfois, il faut savoir laisser partir ce que l'on aime, pour se retrouver soi-même. Inconnu. Les semaines passaient et une sensation de légèreté m'envahissait chaque jour un peu plus. J'avais pris la décision de ne plus être une victime des circonstances. Ce que mon mari avait fait, sa trahison, sa double vie, tout cela appartenait désormais à un passé que je ne laisserais pas dicter ma vie. Ce qui comptait, c'était ce que je choisirais d'en faire à partir de maintenant. Je m'étais isolée pendant un temps, me concentrant sur moi-même. Il était crucial pour moi de garder cet espace de paix pour réfléchir à ce que je voulais vraiment. Je ne voulais pas me précipiter. Je savais que cette période de calme était nécessaire pour que je puisse m'ouvrir pleinement à la possibilité d'une nouvelle vie. Un jour, alors que je me promenais dans le parc, une pensée m'a frappée. C'était une pensée simple, mais puissante, je ne me suis jamais autorisée à vivre pleinement pour moi-même avant. Mon mari m'avait toujours dicté une certaine image de ce que ma vie devait être. Maintenant, je décidais de la réécrire, selon mes propres règles. Je me suis inscrite à des cours de peinture, une activité que j'avais toujours voulu essayer, mais que j'avais mise de côté. J'ai retrouvé des amis que j'avais négligés, j'ai pris des moments pour apprécier les petites choses. Chaque jour, je me sentais plus vivante, plus entière, plus forte. Je me redécouvrais. Un soir, lors d'un dîner avec des amis proches, l'un d'eux m'a dit « Tu brilles de nouveau. C'est incroyable de te voir aussi sereine et épanouie. » Ces mots m'ont touchée profondément, car je savais qu'ils étaient sincères. Oui, j'étais devenue cette personne que je n'avais jamais cru pouvoir être. Le lendemain, j'ai fait une autre rencontre importante. Le cousin de mon mari, celui qui m'avait contacté pour discuter de l'héritage, m'a rappelé. Cette fois, je n'étais plus la femme qui attendait des réponses, mais celle qui allait conclure ce chapitre de façon définitive. Je me suis rendue à son bureau, prête à régler les dernières formalités. La conversation a été courte, formelle, et je n'ai laissé aucune place à la négociation. J'avais déjà pris ma décision, et mon avenir ne dépendrait pas de l'héritage. C'était symbolique, mais ce jour-là, je savais que j'avais définitivement tourné la page. Je suis rentrée chez moi en sachant qu'un chapitre de ma vie était terminé, mais qu'il était maintenant possible d'en commencer un nouveau. La vie n'était plus une série de contraintes, mais une aventure à part entière. J'avais retrouvé le contrôle. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Eleanor Roosevelt. Les semaines sont devenues des mois, et chaque jour qui passait me rapprochait un peu plus de la vie que j'avais toujours rêvé de mener. La douleur, bien que toujours présente, ne me dominait plus. Je n'avais plus besoin de m'accrocher au passé pour me définir. J'avais compris que la véritable liberté venait de l'intérieur. Je n'étais plus une femme sous l'ombre de son mari, mais une personne indépendante, forte et prête à vivre sa propre vérité. Ce n'était pas facile, mais chaque petite victoire était une célébration de ma résilience. J'avais pris la décision de voyager, de découvrir des endroits que je n'avais jamais eu le temps d'explorer. La première destination ? Paris. J'avais toujours rêvé de marcher dans ses rues, de flâner dans ses musées et de me perdre dans ses quartiers charmants. Ce voyage, à la fois symbolique et libérateur, m'a ouvert les yeux sur un monde que j'avais ignoré en vivant dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Là-bas, sous la lueur de la Tour Eiffel, j'ai rencontré un homme. Pas quelqu'un avec des intentions cachées, mais un homme simple, compréhensif et respectueux. Nous avons partagé des conversations longues, pleines de rire, sans pression, sans attente.
Il m'a appris qu'il était possible d'être vu et apprécié pour ce que nous étions vraiment, sans les masques que la vie nous oblige parfois à porter. Il n'était pas l'homme de ma vie, mais il m'a montré que la vie pouvait être belle et douce, même après une tempête. De retour chez moi, j'ai pris un moment pour me poser et réfléchir à tout ce que j'avais traversé. J'ai décidé de commencer à écrire. Non pas pour les autres, mais pour moi. Chaque mot sur le papier était un acte de libération. C'était un moyen de me reconnecter à ma voix, de m'exprimer pleinement. J'avais trouvé la paix dans les simples moments de la vie, dans l'écriture, dans l'indépendance. Ma nouvelle vie était là, devant moi, pleine de promesses. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était certaine, je n'avais plus peur. J'étais prête à embrasser l'inconnu et à continuer d'avancer.